Salut Étienne. Bonjour Émeric, ça va? Eh ben très bien, on est au cimetière du Père-Lachaise. Tout à fait. C'est un endroit que t'aimes bien. Ah oui, énormément. Et ben ça me ferait plaisir que tu me parles de ton goût des cimetières. Alors, c'est assez ancien. Ça peut paraître macabre, hein, parce que somme toute, ce sont des lieux de mort, mais déjà, le goût pour les écrivains, donc beaucoup d'écrivains célèbres sont morts. D'ailleurs, on connaît essentiellement des écrivains morts en réalité, quand on regarde bien. Déjà le goût pour ça et le côté romantique aussi des cimetières, les découvertes, les histoires. Et là j'écris un livre en fait autour du cimetière du Père-Lachaise, autour des surréalistes qui sont inhumés au Père-Lachaise et ailleurs dans d'autres cimetières parisiens évidemment. Alors voilà. Tout ce que tu me dis m'intrigue et je ne savais pas que tu étais romantique. Parce que tout à l'heure on lira un petit bout de tes livres et notamment le premier que je connais de toi qui est Disparaître. Oui. Qui est un roman très Houellebecquien. Ah bah un petit peu mais... Une esthétique un peu du suicide par la disparition. Alors, je serais très curieux de savoir ce que tu as de romantique au fond de toi. Alors, selon Aurélien Bélanger, qui connaît bien Michel Houellebecq... Ah oui, c'est ça. Houellebecq est d'abord un auteur romantique, en fait. Et oui. Alors, c'est vrai sans être vrai, en ce sens que... c'est un romantique déçu. Un romantique déçu, oui, bien sûr. Enfin, déçu par le monde qui n'est pas assez... Ah, mais le romantisme par définition, c'est la déception, en grande partie. Mais il se vautre dans la déception. Oui, il y a une forme de complaisance, mais c'est aussi le cas de Chateaubriand, qui est le... Tu trouves que Chateaubriand, c'est le Houellebecq du 19e? Ah non, quand même pas, non, je dirais pas ça, parce que le style est quand même très différent. J'ai pas senti de complaisance de Chateaubriand. Non, mais par moments quand même, il y a un goût de la déploration qui est un peu excessif. Oui. On a l'impression qu'on lui a infligé la vie. Quand tu lis le début des Mémoires d'Outre-Tombe, il y a quand même quelque chose de très... un peu plaintif. C'est peu de le dire. Bon, c'est ce qui fait son charme aussi. Hein. Oui. C'est les meilleures pages, je trouve. C'est vraiment l'ouverture qui est saisissante. Ah, je ne me prononcerai pas, mais enfin, évidemment, chez Chateaubriand, quand même, il y a une sorte de complaisance dans le malheur. Après, on est quand même très loin de Michel Houellebecq. Enfin, c'est plutôt Michel Houellebecq qui est loin de Chateaubriand. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sexe chez Chateaubriand. Ah non, ça reste un catholique, hein, je veux dire, malgré tout. Son plus beau portrait de femme, c'est sans doute celui de sa sœur. Oui. Alors là, tu pointes du doigt une lacune parce que je ne m'en rappelle pas. Ah ok, moi c'est ce que j'avais retenu, tu vois. Dans les Mémoires le père dépressif et la sœur aimée. Chateaubriand, lui, on a l'impression qu'il est dépressif dès le plus jeune âge, dès sa naissance, quoi. C'est ça qui est formidable. Je t'avoue que moi j'aime bien les dépressifs. Ah bah moi aussi. Et j'aimerais d'ailleurs que tu me parles aujourd'hui de ta dépression. Parce que quand je te lis, elle apparaît un peu en filigrane, notamment dans Disparaître. Oui, mais est-ce que ça va apparaître à l'écran Ah bah ça, tu me diras au montage, je ne laisserai rien que tu n'assumes pas, mais je l'ai perçu, tu l'évoques dans Disparaître, j'aimerais savoir quelle est la part de réalité, comment tu l'as vécu vraiment, alors, à quel moment ça s'est passé. C'est des choses dont j'ai pas eu l'occasion de parler avec toi avec franchise. Alors le problème c'est toujours pareil, c'est qu'il est difficile de se dévoiler complètement, quoi. C'est pour ça qu'on utilise le truchement de la fiction. Oui, il y a une part de moi dans Disparaître. Déjà, je ne peux pas le cacher puisque le personnage s'appelle Renaud Tunier, qui est l'anagramme de mon nom de famille, Étienne Ruot. Donc évidemment, il y a une part de moi. Après, disons que j'ai emprunté à différents personnages que je connaissais. Je voulais faire une sorte de portrait lambda de l'étudiant en sciences humaines ou en sciences molles ou en lettres, type. Toi, t'appelles ça les sciences molles? C'est très méprisant. Mais je partage en partie ton... Alors le problème, c'est que si on parle en termes de Pôle emploi et de Parcoursup, puisque c'est l'actualité, hein, somme toute, eh bien effectivement, ça mène pas à grand chose. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de très déceptif. Donc, oui, j'aime pas tellement le terme de sciences molles parce qu'effectivement, alors je détourne un peu, je contourne le débat parce que la question est épineuse. Oui, j'ai peut-être une tendance un peu dépressive, effectivement. Ah, t'en as pas fait une à un moment précis? Si, quand j'avais 19 ans. Oui. Et même après, en fait. Mais c'est une tendance contre laquelle j'essaye de lutter. Et je pense que l'écriture, justement, est là pour dépasser ça. Mais est-ce que chaque écrivain, même chaque créateur, n'a pas un fond mélancolique? C'est ce que pense Aristote, hein, quand tu lis... Le fait même d'écrire ou de faire de l'art, c'est se mettre à côté de la vie ou de la société. Donc il y a une forme d'écart qui suppose une mélancolie. Ou de la supporter. Ou de faire une sorte d'exutoire.
Mais c'est Ou un miroir. c'est un vrai pas de côté. Ah oui, ça c'est sûr. Soit imposé, soit volontaire. Mais alors c'est amusant qu'il y ait cette offre là pas loin Oui, de nous, c'est que ça me rappelle une lointaine époque où moi je tombais souvent amoureux de filles marginales, complètement perdues, avec des piercings, tout ça. avec des piercings. C'était d'ailleurs l'objet de un de mes premiers livres, la Suicide Girls. Ah. J'adorais les filles paumées. Et D'accord. puis ce goût m'est passé. Maintenant ça m'agace un peu. Mais tu Parce vois que quand j'ai... t'avais un côté bon Saint-Bernard peut-être. Oui, ou peut-être j'étais tout simplement perdu moi-même. Bah, est-ce qu'on se retrouve jamais quand on est paumé? Moi je crois qu'il y a... Enfin si, quelque part je devrais pas dire ça parce que maintenant t'es peut-être plus posé, mais moi aussi, mais je comprends quelque part parce que bon, j'ai pas eu des kyrielles de femmes dans ma vie, hein, le tableau de chasse ou le palmarès, encore que j'aime pas parler comme ça parce que là on va s'en manger plein la gueule quand les féministes verront la vidéo, si elles la regardent évidemment, parce que deux mecs tout seuls dans un cimetière, ça va déjà paraître suspect, mais si tu veux, c'est vrai que les quelques femmes que j'ai rencontrées dans ma vie étaient souvent des femmes qui elles aussi avaient des problèmes d'alimentation, mais qui se ressemblent, s'assemblent quelque part, enfin je veux dire, non je suis pas anorexique, mais ce que je veux dire c'est que j'aime bien cette idée quand même que la femme peut aider l'homme, mais l'homme aussi peut aider la femme. Je suis en train de dire une grosse banalité, j'en ai conscience. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends complètement ton inclination, quoi. Et peut-être que le fait aussi d'être enseignant, il y a quelque chose chez toi, oui, non oui. pas d'altruiste, mais le goût quand même d'aider, quoi. Tu vois? Oui, de porter des gens plus jeunes vers la maturité, oui. Ouais. C'est vrai. Je ne sais pas d'ailleurs dans quelle mesure le métier de prof est lié, est cousin du métier d'écrire aussi. Parce que dans les deux cas, on accompagne, on propose du contenu, on cherche à élever, on cherche à communiquer la substantifique moelle. D'ailleurs, tiens, j'aime beaucoup cette expression. De François Rabelais. Substantifique moelle. Oui, bah oui. Je trouve que c'est vraiment ce qui motive le fait d'écrire. Tirer quelque chose, une petite chose qu'on cherche à... Ça dépend des transmettre. cas. Si on prend le cas de certains auteurs qui se complaisent dans la noirceur ou dans le cynisme, Oui, mais ils transmettent pourrait- la substance un peu de leur désespoir. Et le simple fait de la transmettre, c'est croire en quelque chose de plus que le désespoir. c'est pas tout à fait faux. C'est même complètement vrai. Mais oui, non, effectivement, quand c'est bien fait, évidemment. Quand c'est pas Oui. le strict étalage du moi, ce qui est le cas de beaucoup d'auteurs. Ça, c'est magnifique, ça, t'as vu, cette jeune allongée. Alors allons rendre visite à cette femme. Ouais. C'est la première fois que je remarque cette tombe et pourtant je suis souvent passé dans le coin. Et alors elle a un petit crucifix. Et tu vois, le visage est un peu usé, mais du coup ça donne un côté encore plus romantique. Oui. Tu vois, la pierre a un peu souffert. D'ailleurs, ce tombeau me fait penser à un très beau titre, c'est les Belles Endormies Ah oui, de Kawabata. de Kawabata, un tout petit roman. Oui, assez court. Alors je l'ai lu il y a très très longtemps. Oui, alors c'est marrant parce que les Japonais sont capables de ce genre de petits romans qui peuvent paraître un peu insignifiants. Bah, moi, Et en fait, ils ont fait date et on les retient. Et j'aimerais pouvoir arriver à ça. cette les- espèce de concision parfaite. Oui, des courts romans qui s'imposent par leur évidence, sans gras, sans aucun gras. Et c'est très japonais ça. Bah, c'est même C'est le assez principe français aussi. C'est le principe du haïku, quand Oui. c'est bien fait. Le problème du haïku, c'est que généralement, tu as des copieurs en fait, européens, français qui veulent faire du haïku, et c'est souvent foireux. Pas toujours, mais souvent. Oui, c'est comme des japonais qui feraient du sonnet. Bon, Bah, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est peut-être lié non seulement à l'esthétique japonaise, mais à la langue japonaise elle-même. Donc c'est compliqué Enfin, généralement, moi, voilà, j'ai dans mes contacts des gens qui aiment les haïkus, donc je vais me brouiller avec eux. Je pense que ça n'est pas adapté en fait à la langue française. Enfin, je veux dire, pour moi, le haïku, c'est vraiment japonais dans tous les sens du terme. Et voilà. Mais par contre, c'est vrai que les romans de Kawabata, effectivement, ils s'imposent par leur concision, Oui. par leur. Et puis la provocation, mine de rien, parce que c'est des thèmes assez forts, avec la mort qui rôde et les sexualités louches. Et toi qui me parlais de la thématique du suicide, parce qu'on là on est joyeux tous les deux, hein, eh bien effectivement chez les Japonais c'est central, la notion de Oui. suicide. Sans doute lié à la question de l'honneur. Il y a un J'ai désespoir cru chez eux. remarquer d'ailleurs que Il y a beaucoup de Japonais qui se suicident. Hein. beaucoup de Japonais qui se suicident, mais beaucoup aussi d'auteurs de droite. Oui. J'ai cru remarquer une corrélation forte entre le fait d'être très marqué à droite et le fait de suicider.
Alors, je suis en train il de faudrait faire des chercher statistiques. des auteurs de gauche qui se seraient suicidés. J'en connais peu. Ben, Romain Gary, il était de gauche, il était de droite. Moi, plutôt gaulliste, donc Oui. bon, je dirais assez neutre. Mais en général, le suicide va avec l'honneur, le sens du devoir, le stoïcisme un peu rude. Alors, on peut avoir des lectures différentes du suicide parce que beaucoup y voient au contraire une sorte de lâcheté et de démission. Tu vois, enfin, Oui, c'est vrai. il y a des lectures différentes de l'acte Mais du fait de suicider. l'homme de gauche n'est pas désespéré puisqu'il lutte pour l'avenir. Il croit dans le sens de l'histoire, donc il... Je suis pas si sûr que ça, dans le sens où l'homme de gauche peut cacher un désespoir derrière une foi, je sais pas comment dire, un peu comme le chrétien finalement. Il y a quelque chose de... Oui, mais le chrétien justement s'interdit de... Oui, c'est Il vrai. a l'espérance, l'espérance est... Ou il Ce serait un feint- péché d'abandonner Oui, c'est vrai. l'espérance. Ou il feint d'avoir l'espérance. Mais en tout cas, oui, effectivement, théoriquement, c'est vrai que tu as raison, il a l'espérance. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Alors on vient d'arriver devant la tombe de Gérard de Nerval. J'ai beaucoup de sympathie pour Gérard. Pour moi, c'était un homme gentil et bon, un peu triste bien sûr, mais d'une belle tristesse, plein de beauté cachée. Et plus je lis, plus je m'intéresse d'ailleurs, je trouve, à la qualité humaine des auteurs. J'aime bien lire des auteurs dont j'aime la patte humaine. C'est sans doute naïf et coupable de ma part, mais je tiens à cette dimension de sympathie. Et les cimetières, je trouve ça émouvant. Peut-être que je dépasse ma propre angoisse de la mort Oui. en fréquentant les cimetières. Mais en fait, c'est pas tant la mort physique qui m'inquiète que la disparition des choses. En fait, on meurt deux fois, oui, physiquement et dans la mémoire des hommes. mais ça, il faut l'accepter. Il faut essayer de parce limiter que, cette deuxième mort. Je pense qu'il faut malgré tout l'accepter parce que, somme toute, c'est la loi commune. Il y a très peu de gens qui se maintiennent dans le souvenir de l'humanité. Même parmi tous les écrivains qui sont enterrés ici, on en retient que quoi, même pas 4%. Enfin, je sais même pas, il n'y a pas de chiffre. Mais je veux dire, donc c'est le lot commun. Non, c'est plutôt la disparition même des choses. Mais peut-être que c'est inéluctable, hein, je veux dire. Bah, on sait que c'est inéluctable. Oui, mais ça rend triste. Enfin, Tu n'es pas devenu croyant. Ah bah, j'aimerais bien être croyant. Tu n'as pas cette tentation non pas de Venise, mais de Rome ou de... J'aimerais énormément être croyant, mais le problème c'est que ça ne se décrète pas en fait. C'est-à-dire, si tu n'as pas la foi, tu pourras te forcer toute ta vie. Je pense qu'en fait... Oui, mais en fait, moi, en ce moment, je lis beaucoup les mystiques. Oui. Et je trouve que petit à petit, je ne deviens pas du tout croyant, mais je m'accoutume à une façon de penser j'ai l'impression de me préparer à l'idée justement d'un au-delà. Donc je commence à croire qu'on puisse devenir croyant et même pratiquant à force de lire. De s'en convaincre, un peu comme une femme qui n'aimerait pas un homme et qui finirait par l'aimer à force de le Ah voir. oui, moi ça j'y crois. Ah mais c'est possible, mais alors je devrais peut-être essayer. Parce que, non mais finalement, on parle d'œuvres après la mort, de mausolée, de mégalomanie, effectivement. Alors tiens, ça c'est une question que je voudrais te poser, parce que est-ce que tu te préoccupes parfois, bon, le plus tard possible, de ta propre sépulture? Je t'avoue que non. Ben moi non plus. J'en suis pas là. Moi non plus. Mais je te comprends. Hein. Ça peut paraître... Et puis beaucoup d'auteurs se sont moqués de cet amour pour sa propre sépulture. Bon, moi je t'avoue que je n'ai pas encore basculé là-dedans. Parce que tu vois quelque chose calé... de mégalomane? Non, juste un peu ridicule si on n'est pas vraiment croyant. Bon. Oui, je te l'accorde. Mais par contre, en revanche, je respecte beaucoup la continuité dans les familles, l'entretien des mémoires collectives. Ah oui, ça je suis d'accord. Donc les cimetières en font partie. Mais moi, me concernant, peut-être que dans 10 ans, je te répondrai le positivement. Le plus tard possible, c'est sûr. Mais là, on est dans le quartier des écrivains. Là. Il y a Balzac, il y a Nerval, on l'a dit, il y a Naudy. Ah, voilà Balzac. Ouais. Voilà. Sérafita, les illusions perdues. Incroyable, Balzac, sans doute le plus grand et le plus sympathique du 19e. Bah, sur le plan humain, il paraît que c'était quelqu'un d'assez drôle, oui. d'assez... mort prématurément. Il a enterré avec sa maîtresse polonaise, la comtesse Hanska. Et puis un bon vivant, un gros viveur, à la fois obèse, un énorme travailleur et un excellent viveur. Malheureusement mort trop jeune, 50 ans. C'est dommage, tout ce qu'il aurait pu faire en plus. Déjà, on est très peu nombreux à avoir tout lu de Balzac. Je ne suis pas encore arrivé à... Et tu t'en vantes.
Non, j'ai honte, mais je c'est compte bien. impossible. Non, Bernanos avait lu tout Balzac, hein, mais Ah. c'est vrai que absolument. Le tout. problème, c'est qu'une fois qu'on a tout lu, il faut tout relire pour Ça être t'en sûr demande d'avoir bien bien beaucoup, compris. hein. Ça t'en demande C'est ça bien le problème. Un deuxième livre que j'ai lu de toi et que j'ai beaucoup aimé, c'est un recueil qui s'appelle Animaux et qui Oui. est vraiment différent de Disparaître, puisque c'est plus du tout du roman sur un thème un peu Houellebecquien de disparition et de mort prématurée, mais des poèmes en prose dans un style que je trouve très proche de celui de Ponge, mais qui a l'originalité de décrire des animaux qui n'existent pas. Oui. Et donc le ton est assez surréaliste, ou le projet est assez surréaliste, avec une forme d'humour et de grotesque, mais qui m'a beaucoup intrigué, puisque c'est un livre tellement différent de ton roman. Je me suis demandé quelle était au fond l'impulsion qui avait été à l'origine de ce livre chez toi. Alors moi-même c'est marrant parce que c'est ce que Rimbaud écrit. J'ai seul la clé de cette parade sauvage dans une des illuminations, dans l'illumination qui s'appelle Parade justement. Et moi je n'ai pas la clé d'animaux. C'est-à-dire en fait ce sont des visions qui se sont un peu imposées à moi. Oui. D'animaux. Alors j'aime beaucoup tout ce qui est documentaire animalier, etc. Comme Houellebecq. Ah ouais. Je crois qu'il Oui, il y a des passages où il décrit les documentaires animaliers. Et lui-même d'ailleurs, il y a des animaux dans ce qu'il fait, il y a des considérations animales. Il a un côté biologiste, d'ailleurs il était agronome à la base, hein, il était ingénieur agronome. Et après il s'agit de mettre ça en forme. Et je me demande si peut-être, pour essayer de comprendre enfin ce qui anime mon vaste cerveau malade, j'aimerais savoir en fait ce que j'ai voulu dire moi-même, parce que je ne le sais pas. Vraiment. Vraiment, je ne le sais pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est des visions sexuelles? Est-ce qu'il y a quelque chose de sexuel? Parce qu'il y a pas mal d'animaux qui sont un peu visqueux, oui, qui ont un côté phallique ou au contraire vaginal. Qu'est-ce que j'ai voulu dire moi-même? Parce que je n'ai pas la clé en fait. Est-ce que c'est pas une pulsion de réinscription dans la vie? Parce que dans Disparaître, tu avais fantasmé la sortie de la vie, oui, par effacement. Là, j'y vois au contraire presque peut-être une envie de se raccrocher à des élans viscéraux, des visions inouïes qui relèvent de la vie pure. Alors peut-être, j'ai du mal à m'analyser. Mais tu as peut-être raison, hein. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois là, il y a un critique. Parce que bon, même si mes livres ont un succès extrêmement limité, parce que c'est chez des petits éditeurs, etc. J'ai pas. Bon, puis la poésie, ça se lit pas beaucoup. Enfin, il y a des lecteurs, mais peu importe, c'est pas le débat. En fait, je dirais pas que je m'en fous du succès parce que ça serait faux. J'aimerais bien avoir un peu plus de succès, mais l'important, c'est que le livre existe et que les gens le lisent. Donc il y a quelqu'un, je fais un long détour. Il y a quelqu'un qui a lu le livre et qui a vu justement une pulsion sexuelle. Mais je pense qu'il y a peut-être plusieurs grilles de lecture. C'est peut-être un peu mégalomane ce que je dis, du style j'ai écrit un recueil qui évoque beaucoup de choses. Non, il y a des choses que j'arrive pas à dire de ma vie, en fait, je pense, de mon ressenti, et qui sont sorties par le biais des animaux, qui représentaient quelque chose qui était indicible. Des visions un peu cauchemardesques, de fantasmes, etc. Peut-être la lecture de Lautréamont aussi, oui, je veux dire, des Chants de Maldoror. Très proche de Lautréamont. Oui. Oui, tu aimes les animaux par ailleurs ou non? Ah oui, beaucoup, énormément. Énormément, je vais. Bon, là, le problème, c'est que c'est devenu très très cher. Et en plus, on est quand même vite déçus. Le zoo de Vincennes, pour moi, c'est un lieu d'apaisement. J'aime vraiment les animaux. Ah oui. J'ai toujours aimé les documentaires animaliers. Je sais pas pour toi, d'ailleurs, si tu aimes les animaux. Moi, j'ai développé une forme de passion pour les oiseaux. Ah. J'ai quitté Paris il y a presque 10 ans. Et j'ai beaucoup de sympathie pour les oiseaux. Donc, je suis très heureux d'avoir appris à reconnaître quelques chants d'oiseaux. Là, par exemple, les oiseaux manquent un peu. Ah oui. J'en entends peu. Et dans le fin fond de ma Marne reculée, il y a beaucoup d'oiseaux. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai beaucoup de sympathie. Je trouve que c'est une forme de vie sauvage parmi nous, oui, qui n'existe pas par ailleurs. Non. Par ailleurs, il y a quoi? Les insectes, les chats, les chiens, c'est des animaux domestiqués. Les oiseaux, eux, ne sont pas domestiqués, très peu. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Et chacun a un tempérament très différent, un chant très différent. Donc sont devenus comme des compagnons. Et autre chose que j'aime beaucoup sont les marais. J'aime beaucoup dans la Marne me promener dans les marais. C'est pas un peu angoissant le marais justement? Non, c'est magnifique, ça regorge de vie. Mais il y a l'idée du pourrissement, oui, c'est vrai. Oui, du pourrissement et puis tu sais pas trop où tu marches. Moi, il y a quelque chose qui m'angoisse un peu dans le marais, l'inondation, l'eau. D'ailleurs, dans Animaux, il y a beaucoup d'éléments aquatiques. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup cette crainte de l'eau, de l'enfouissement. Mais c'est beau. Tu vois, j'adore les mangroves. Ah oui. Je rêvais quand je suis allé en Guadeloupe, il fallait absolument que j'aille voir des mangroves. Je trouve que c'est un lieu sublime. Et je vais en Louisiane là, dans 8 jours.
j'ai hâte de voir ce côté pourrissement, eau envahissante. D'autant C'est très plus que poétique. le sud correspond assez à ce que nous aimons finalement, parce que nous sommes quand même, je pense, toi et moi, des mélancoliques. Ah, moi je pense pas. Ah. Moi j'ai une attirance ou une fascination pour le sombre, le brutal, mais au fond, moi je suis pas du tout triste. D'accord, Et je suis pas du tout dépressif. d'accord. Mais je m'amuse beaucoup à regarder en face les choses brutales. Mais parce que ça me fait peur. Parce qu'au fond, je suis pas du tout brutal. Mais ne pense Mais je suis pas du tout triste. D'accord, Là, je crois pas. c'est une chance. Une tombe d'un auteur c'est ce que je te disais, complètement oublié, comme beaucoup, comme peut-être nous plus tard. comme sans aucun doute nous dans très peu de temps. Et après, c'est moi le pessimiste. Alors, nous sommes ici sur la tombe de Jean Rollin, 1938-2010. Tombe magnifique d'ailleurs, un caveau familial. Alors, il est enterré avec son épouse et avec son fils d'ailleurs, qui est mort prématurément dans des circonstances un peu tragiques. Jean Rollin était un écrivain et surtout un cinéaste qui tournait avec très peu de moyens des films de vampires, un peu surréalistes d'ailleurs, c'est un gros lecteur, inspiré par Breton, par Georges Bataille, et des films donc érotiques de vampires, parfois dans des cimetières comme le film La Rose de Fer qui est tourné dans le cimetière d'Amiens, où est enterré d'ailleurs Jules Verne. Donc on reconnaît le cimetière d'Amiens, et à un moment donné, les deux amants ont un rapport sexuel dans une tombe, comme dans Le Bleu du ciel de Georges Bataille. C'est quelque chose qui t'intéresserait? Je ne l'ai jamais fait, mais ma foi, pourquoi pas, hein, je veux dire, surtout que la tombe, finalement, c'est là où généralement on passe le plus clair de son temps. Tu es assez ouvert d'esprit, quoi, de ce point de vue-là. Voilà, Oui. mais je ne l'ai jamais pratiqué, pourquoi pas, mais plutôt avec une personne vivante, hein, je précise. Ah, ok. Voilà. Tous les goûts sont dans la nature. Oui. Oui, je te l'accorde, mais enfin. Et là, donc effectivement, il y a une rose de fer sur la tombe de Jean Rollin, en hommage à ce film, voilà. Très bien. Jean Rollin est mort à 72 ans, il avait un cancer, bon, un peu tragique d'ailleurs. Mais... Alors, je trouve que c'est un bel endroit pour que tu nous lises un de tes fameux poèmes ben, d'inspiration à la fois surréaliste, pongien, de ton recueil Animaux. Alors, lequel as-tu choisi? Alors, je vais lire celui que je lis généralement en public parce que c'est dans des lectures avec grand maximum quelques dizaines de personnes, je précise. Les caloplans. Des animaux sympathiques mais envahissants. Soudés au mur, leur vaste corps plat se couvre d'une épaisse fourrure brune et soyeuse, très douce. Pas de face ni de gueule. Juste deux immenses yeux gris qui luisent dans l'obscurité et vous fixent intensément. Nul ne sait de quoi ils se nourrissent. Les savants pensent qu'ils absorbent les micro-détritus, de minuscules créatures présentes dans l'atmosphère, grâce à de longues soies sous l'abdomen. Nul ne sait non plus comment ils se reproduisent, ni d'où ils viennent. Un beau matin, vous vous levez, le caloplan est là, immobile, accroché à la paroi, et vous regarde. L'animal possède une certaine utilité, puisqu'il élimine poussières et miettes, chauffe la maison, émet un grondement strident en cas d'intrusion. Aspirateurs, radiateurs et alarmes deviennent ainsi superflus. De toute façon, vous ne pouvez vous en débarrasser. D'une rare longévité, le caloplan reste attaché à la maison et son organisme résiste à toute agression. En cas d'attaque, les yeux de la créature s'embuent de grosses larmes blanches qui rongent le parquet dans une suffocation nauséabonde. En pleurant, le caloplan émet un signal vibratil insupportable, une sorte de long sanglot silencieux, brisant vitres et oreilles. Nous voici maintenant sur la tombe de Colette. C'est une vraie déesse pour moi, une déesse païenne. Elle aime les hommes, elle aime les animaux, elle aime la nourriture, la nature. Elle aime aussi la cruauté, mais c'est une cruauté souriante. Je suis heureux de voir que sa tombe est bien entretenue et rieuse sous le soleil aujourd'hui. Tu te rends compte, ça lui va bien. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Oui. Tu étais venu à la Belle Hortense, où j'ai l'habitude de signer des livres, de faire des petits pots. Tu étais venu parce que tu avais été frappé par le livre que je venais de publier, qui était Les Petits Blancs. Culte. Finalement, incroyable. C'est ça qui nous a liés bien avant les cimetières et le surréalisme. C'est le thème de la pauvreté blanche. Bon, là, on en est loin. Et puis, tu as su... là, je vais faire un peu de flagornerie, mais purement sincère, parce que je dis ce que je pense, hein, en l'occurrence. Donc,
Les petits blancs, je trouve qu'Emeric a su mettre des mots sur des choses que je sentais confusément. Et c'est ça aussi le plaisir de la littérature. C'est-à-dire on sent les choses, on n'arrive pas à les formuler. Et là, Emeric, il dit, en fait, je trouve que dans son livre, il dit tout, en fait, d'une souffrance identitaire, d'un autre rapport au monde. Tout ce qui est mis sous le tapis, il a su le dire. Et la littérature aussi, c'est là pour dire des choses dérangeantes aussi. Tout simplement pour Ou dire vrai. ce qu'on voit, Oui, ce qu'on ou voit, vrai. ce qu'on entend. Oui. Ou vrai, mais c'est vrai qu'on est dans un tel climat d'autocensure que ce qui est dit dans le livre pourrait choquer, alors qu'il faut au contraire le dire. En fait, on est une curieuse époque où on est soi-disant un régime libéral, on peut tout dire, la diversité est là, mais c'est difficile de décrire cette diversité. On s'autocensure beaucoup. Parce que ça gêne alors même qu'on devrait être au summum de la liberté de la créativité. Et c'est une question que je voulais te poser d'ailleurs, mais ça va peut-être être un peu long. Les petits blancs, finalement, est-ce que c'est ton livre qui a le mieux marché? Ah bah c'est clair. En fait, quand il est sorti, j'ai eu très peur que ce soit récupéré par le RN, enfin le Front National à l'époque, où je sois vraiment catalogué extrême droite. Et c'était pas du tout le propos du livre. Mais c'est pas un livre d'extrême droite. Non, pas du tout. Ça décrit la difficulté d'une situation quand on est blanc et pauvre. Oui. Mais alors il a marché, il y a eu des télévisions, des radios. C'est celui de mes livres qui a le mieux marché, bien sûr. Oui. Mais le fait que le thème soit un peu touchy ou qui me mette mal à l'aise a limité son succès, bien sûr. Oui, mais alors oui et non. Moi, je pense au contraire, et là, je me permets de te contredire, que c'est ce qui a frappé, parce que t'aurais produit encore un énième bouquin sur les petits blancs racistes, etc. Là, il y a un personnage de petite blanche raciste, la prof d'anglais. Mais il y a aussi beaucoup de petits blancs qui eux, connaissent la diversité que ne connaîtra jamais un bourgeois blanc. Donc en fait, le livre est extrêmement complexe, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est pas unifié. Ce qui unit ces gens, ce sont d'être des petits blancs pauvres finalement. Et c'est ça qui... Et moi, c'est vrai que le livre, justement, m'avait marqué par sa vérité, par son honnêteté. Et parce que je m'identifiais aussi un peu au personnage. C'est-à-dire je ressentais des choses confusément, qui étaient dites, qui étaient dites. Ça va mieux en le disant, finalement. Voilà, oui, j'en suis convaincu. Même si ça fait mal. Et je trouve que c'est le vrai plaisir de l'écriture, c'est ce moment-là, quand un livre sort et que des gens se reconnaissent en lui et que ça crée des connexions mentales et existentielles. Certains de mes livres d'ailleurs n'ont pas du tout marché, mais il suffit parfois d'une seule lettre d'un lecteur que je ne connaissais pas pour que ça rachète 2 ans de travail et que c'est ça le côté émouvant. Mais tes livres sont les livres que j'ai lus de toi, pas tous, mais généralement, pour moi, les meilleurs sont dérangeants. Et je sais que toi, ça te gêne un peu parce qu'on est pudique et on a peur de toucher du doigt. Non, ça me gêne pas du tout. D'accord. Ce qui me gêne maintenant, c'est que ça gêne les gens et ça limite du coup forcément l'audience et voilà. Et La Viveuse, je sais que tu t'avais aimé ce livre-là sur l'accompagnement sexuel. J'ai fait face à une sorte de mur. C'est-à-dire que le thème même dérangeait tellement que personne n'avait envie de lire. Ah, moi, je trouve que c'est un livre qui est très romantique, justement. Oui. Je trouve que l'amour entre ce jeune handicapé et cette femme qui a un côté maternel, qui a un côté... et en même temps un peu pervers. C'est la maman et la putain, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sainte, et en même temps... C'est une sainte sexuée. C'est une sainte sexuée. C'est-à-dire qu'elle-même prend un plaisir qu'elle refoule, qu'elle ne veut pas s'avouer elle-même, à avoir des rapports avec des monstres, enfin en tout cas pas des monstres, mais des handicapés. Des monstres aux yeux de la société. Aux yeux de la société. Mais c'est ça qui est beau et qui est vrai. Et tant pis si ça fait mal, si ça a du succès, c'est aussi parce que ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais moi je suis un peu revenu de ça. Après, il y a un prix à payer, oui. Je te l'accorde. Mais autre remarque, voilà, on a une époque d'inclusion, comme on dit, et je trouve ça très bien. Mais curieusement, à cette époque d'inclusion, le spectacle du handicap continue à effrayer. Et j'ai été très surpris de la profondeur de l'effroi que ça suscite. Alors même que les handicapés, ou les personnes handicapées, comme il faut dire, sont des gens comme vous et moi, tout simplement, parce que ça peut nous arriver. Oui, ou on peut avoir un gosse handicapé. Bien sûr, oui, donc on est tous concernés au fond. Oui. Petite pause devant la vitrine de la Musardine. Excellente maison d'édition. Tu es un connaisseur, Étienne, de littérature érotique et... Je lis un petit peu. J'aime bien la poésie érotique, celle de Sophie Loiseau notamment. Tiens. Et une jeune femme qui doit avoir 50 ans maintenant. Enfin, et puis également, il y a Jacques Abeille qui est décédé en 2021. Très beau, oui. Et j'ai un peu lu, et j'avoue que j'aimerais bien lire aussi l'ancienne ministre... Chiappa, Marlène, Chiappa, ouais. qui sort son
son livre, là, c'est Ouais. ces Je jours-ci. partage pas nécessairement ses idées, mais je la trouve assez sexy en fait. Moi, je la trouve plutôt sympathique. Ouais. Elle sourit beaucoup. C'est une des rares que je trouve sympathique. Oui. Mais bon, après. Malgré ses livres, on va dire. Ah bah non, au contraire, ses livres sont intéressants. Je parle pas de ses essais politiques, hein, je parle de ses romans coquins. Ok. Donc, Je trouve qu'elle a un talent littéraire. ah bah je l'ai pas lu, mais j'avoue que ça me titille assez, quoi. J'aimerais bien faire un entretien avec elle. Bah, dis donc, Étienne, on est loin de Ah, Houellebecq et du Père-Lachaise, là. oui, mais l'homme a ses faiblesses, la chair est Donc, triste, hélas. Ta faiblesse, c'est Marlène. Oh, c'est une douce faiblesse à laquelle je cède bien volontiers, mon bon monsieur. Alors, un petit écart par le salon des éditeurs indépendants. Oui, le dans salon de l'autre livre, Voilà, dans le magnifique Palais de la Femme. qui donc hébergeait des femmes en difficulté, et héberge encore peut-être des femmes en difficulté. Et maintenant, ça héberge des auteurs en difficulté, c'est ça? Non, en fait, le rez-de-chaussée dévolu à des rencontres. Oui, Ça fait comme une salle polyvalente, quoi, dans les communes. Voilà. très bien. Et tu Voilà. espères y voir qui alors? Oh bah, il y a des amis, il y a Jacques Coda, il y a mon ancien prof de lettres Jean Renaud, il y a François Audoui aussi qui est un spécialiste d'Antonin Artaud, puis différentes personnes, des petits éditeurs. Le problème c'est qu'à chaque fois je suis obligé d'éviter certains stands parce que je ne me sens pas d'acheter tout, quoi. Or les gens ont besoin de vendre et voilà, par conséquent... Ouais. Mais tu as un budget livre limité. De la place, du temps aussi, ça demande du temps de lire. Hein. Faut avoir, c'est un vrai investissement, hein, la lecture. Hein. C'est un art de vivre exigeant, bien c'est vrai. sûr. Pour les happy few. Oh, il y a quand même des lecteurs. Là, Des lecteurs, ouais. je serais pessimiste sans être pessimiste. Là. Pour le coup, je pense qu'il y a un public, voilà. Qu'est-ce que ça peut faire? Les gens vraiment violents, ils te menacent pas, ils viennent te voir. Enfin, je veux dire, ben non, mais c'est vrai. Et alors, il t'a insulté. Alors, c'est du pipeau, tout ça. C'est important si tu décides que c'est important. Oui, Tu vois, tu peux. La meilleure arme, ça reste le silence et l'indifférence. Du devoir. C'est beau ce que tu dis. Non mais, moi je pars du principe que tant qu'on n'a pas de gosse, on fait ce qu'on veut. On peut changer, on se remet, mais dès qu'il y a des enfants, on est responsable des enfants. Donc on passe à une étape suivante de la vie. C'est simple. C'est une sagesse que tout le monde ne suit pas. Ah, Gilbert, ça va? Tu vas bien? Ouais. Bonjour monsieur. Tu étais tout. Un ancien collègue à lui, c'est un collègue Bastien. On retrouve tout le monde ici. Pardon. On retrouve tout le monde ici. Oh bah oui, ouais. La micro-édition, c'est... C'est la folie. messieurs, je m'incruste. Vous n'avez pas encore commandé? Non, si, mais... Alors par contre, il faut parler fort. Oui, pas un gros mot alors, un petit. Parce que je peux dire des gros mots aussi. Ah oui, bah avec plaisir. Nous avons croisé Jean, ancien prof de Cagnes, par ailleurs écrivain chez Le Sud et d'autres. Est-ce que, Jean, tu as un petit mot ou un gros mot pour un mot de la fin, un mot de l'amitié Un gros mot. J'ai beaucoup de gros mots, mais j'ose pas les dire là. Les circonstances ne sont pas propices. Il faudrait plus d'ombre. Alors un mot semi-gros, un mot moyen. Semi-gros. Femme. Je sais pas pourquoi. Comme Philippe Solers. Finissons sur ce mot, femme. Alors, nous n'avons pas croisé beaucoup de femmes cet après-midi, mais on finira sur cette belle idée. Comme le titre de Solers. Femme. Oui, que j'ai beaucoup aimé à un moment. Je lisais Ah mais je crois ce que tu livre. étais solersophobe. Enfin, je crois Pas que du tout, Ah non. bon. J'ai beaucoup aimé Solers, il m'a déçu, Ah. comme tout le monde. Et maintenant, il y a quelques petites choses que j'aime bien. Et je vais lire, d'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Graal, que j'avais loupé. Je vais lire Graal là dans les jours qui viennent. Moi, je m'en suis. Si je devais le relire, je relirais Paradis. Ah oui, la première période, Juste avant Femme. Hein. avant femme. Il a arrêté Paradis. Il y a eu le deuxième tome de Paradis chez Gallimard. Le premier tome de Paradis, c'était Seuil, avec tel Oui. quel. Et après, c'est le deuxième tome de Paradis. Et Femme, c'est l'infini. C'est l'aventure Gallimard. Bravo.